Bonjour à tous et bienvenue à ce topo donc, sur le stalinisme. Comment Staline est-il arrivé au pouvoir? Vous savez sans doute qu'en 1917, il y a eu la révolution russe où on a donc la prise du pouvoir des travailleurs et c'est la première fois dans l'histoire que ça arrive à cette échelle. Euh, donc évidemment, en fait, tout ce moment-là, par rapport à tous les régimes qu'il y a eu auparavant en Russie, c'est un véritable élan de liberté, de démocratie pour le peuple russe, avec une énorme libération des femmes, de la culture, même de la justice. Et à la tête justement de cet État, il y a le parti bolchevique, qui est un parti qui défend bec et ongle les intérêts des travailleurs, mais de la classe travailleuse internationale. Or, cette image qu'on peut avoir de 1917 est quand même très différente de ce qu'on a l'habitude de voir, d'entendre sur qu'est-ce qu'était l'URSS. Ce qu'on a plutôt l'habitude de connaître, c'est quand même un pays soumis à une dictature assez féroce, avec des libertés politiques inexistantes, des chefs qui sont inamovibles et la moindre critique du régime en place qui est sévèrement réprimé avec à la tête de cette dictature Joseph Staline. À ce moment-là, on a quand même tous les premiers militants du parti bolchevique de 1917 qui ont tous été purgés, tous tués. Et en fait, de la direction du parti bolchevique en 1917, il reste uniquement Staline après 1940, donc après l'assassinat de Léon Trotsky. Donc pour nous, c'est un sujet qui est très important parce qu'en tant que communiste révolutionnaire, c'est important de comprendre comment un État ouvrier, l'État le plus démocratique qu'il y a jamais eu sur toute la planète, il a pu en fait dégénérer pour devenir la dystopie qui était la dictature stalinienne. Et pour nous, en fait, c'est crucial de comprendre ça, pour comprendre en fait que la dictature de Staline, c'était pas non plus une fatalité, que c'était pas compris en fait dans la politique des bolcheviks, mais que c'était un développement particulier et qui était évitable. Toutes les révolutions, en fait, elles sont pas vouées à être trahies comme l'a été la révolution russe. Pour comprendre un peu tout ça, il faut un peu revenir à c'était quoi la situation de la Russie en 1917. C'était un pays très pauvre, arriéré économiquement, mais aussi arriéré donc, de ce fait culturellement. Évidemment, quand on dit arriéré culturellement, c'est pas de dire ah non, les Russes, c'est pas un truc raciste de dire les Russes, ils étaient tous cons, quoi. Mais c'est en fait que politiquement, la plupart des paysans, des travailleurs, en fait, ils n'avaient jamais touché à la politique de toute leur vie. Ils avaient subi en fait le joug de l'autocratie tsariste, le poids de l'Église orthodoxe, et en fait, politiquement, il y avait un niveau qui pouvait être assez bas, même si en fait, en parallèle à tout ça, il y avait quand même eu, à partir donc des années 1890, de nombreuses luttes de la classe ouvrière, dont notamment une tentative de révolution en 1905 et des énormes grèves. Donc la culture quand même politique de la classe ouvrière a commencé quand même à naître aussi à ce moment-là. Et donc, en plus de ce pays qui était déjà très pauvre, très arriéré économiquement, en 1917, il sort de la Première Guerre mondiale qui a eu des conséquences quand même énormes sur la Russie, avec quand même 3,3 millions de morts et une destruction économique qui était immense. Et en fait, même quand les travailleurs ils vont prendre le pouvoir en 1917, ça ne met pas directement fin à la guerre non plus. L'Allemagne va poursuivre l'invasion de la Russie jusqu'au traité de Brest-Litovsk. Et donc ce traité-là, il va faire perdre à la Russie 27% de son territoire, 26% de sa population et un tiers de sa production agricole de blé,
Alors que, bon, après la destruction économique de la Première Guerre mondiale, il y avait déjà des énormes problèmes de famine. On supprime quand même toutes ces ressources agricoles. Malgré en fait toute cette situation-là, en fait, comme je le disais dans l'introduction, la Russie, elle n'a jamais été aussi libre à ce moment-là. Donc les soviets, qui sont les organisations des travailleurs, ils deviennent les organes constitutifs de l'État. Il faut voir ça en fait comme des énormes assemblées générales, sauf qu'en fait, c'est des assemblées générales qui d'abord s'occupaient de la mobilisation, puis se mettent en fait à devenir l'organe constitutif de l'État. Et par exemple, devoir gérer tout ce qui est ravitaillement, devoir faire appliquer les décrets du gouvernement soviétique. Donc en fait, à ce moment-là, en 1917, le pouvoir il est concrètement dans les mains des travailleurs. Le comité exécutif du Congrès des soviets, donc, qui, après avoir pris le pouvoir, il écrit « Les soviets locaux peuvent, selon les conditions de lieu et de temps, modifier, élargir et compléter les principes de base établis par le gouvernement. L'initiative créatrice des masses, tel est le facteur fondamental de la nouvelle société. Le socialisme n'est pas le résultat des décrets venus d'en haut. L'automatisme administratif et bureaucratique est étranger à son esprit. Le socialisme vivant, créateur, est l'œuvre des masses populaires elles-mêmes. » Et ça va avoir une réalité à la suite de la révolution russe. En fait, les conséquences de cette démocratie, du fait que le pouvoir il soit concrètement dans les mains des travailleurs, elles vont être quand même extrêmement nombreuses. Je vais faire une petite énumération, mais par exemple, sur la question de la libération des femmes, il y a le divorce qui est enfin autorisé, il n'y a plus de mariage religieux, mais seulement le mariage civil, l'avortement qui est autorisé et gratuit, la différence légale entre des enfants nés dans un mariage et hors mariage, elle est supprimée. En fait, toute cette libération des femmes, elle va quand même amener même à une explosion du nombre de divorces après la Révolution, parce que en fait, la famille, elle est plus maintenue. Quand tu as des situations quand même où la femme elle est pas mal opprimée dans un couple, en fait, elle est plus maintenue par le fait d'être économiquement dépendante de son mari. Et donc, le couple, il reste en fait un accord mutuel. Tu as de nombreuses crèches publiques, des cantines, des maternités qui sont ouvertes pour libérer les femmes du travail domestique qui leur est imposé. Le droit pénal, il va être refait de fond en comble. La justice, elle sera plus déterminée juste sur des châtiments punitifs, mais plutôt sur la question du danger que l'individu il apporte à la société. Et il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas, surtout en fait les classes populaires, elles ne sont pas envoyées en prison pour un oui ou pour un non, quoi. La culture, l'art, ils vont être libérés. Il va y avoir des nombreux courants artistiques qui vont pouvoir se développer même dans les rues, en public, et en même temps les classiques qui continuent d'exister. Une énorme campagne d'alphabétisation, parce que la Russie était énormément illettrée aussi. Et donc une grande campagne d'alphabétisation et d'accès à la culture, avec les bibliothèques qui deviennent obligées d'ouvrir tous les jours, et les citoyens qui sont mobilisés pour apprendre la lecture. Par exemple, au niveau de l'école, tu as les examens qui sont abolis, les devoirs à domicile ou les exercices de mémorisation aussi, et même les élèves de 12 ans qui peuvent décider, qui font partie du collectif de décision de leur école. Donc, toutes ces idées-là, elles sont super innovantes pour le XXe siècle. Et on a même l'université qui devient gratuite et le nombre de places à la fac, il est multiplié par 2 en seulement 1 an, alors que la situation est quand même assez compliquée. Tout ça, en fait, ça va avoir lieu parce que les travailleurs, en 1917, ils ont le contrôle de leur État et ils peuvent prendre leurs propres décisions. Or, bon, il y a une contradiction dans toute cette situation-là. Comment on peut avoir en même temps le pays le plus libre du monde et en même temps un pays qui est dans une telle pauvreté, avec tant de famine, avec en fait, les capitalistes russes qui, bien qu'ils aient été virés des villes, en fait, ils préparent leur retour. Et donc, en fait, la lutte des classes, elle n'est pas finie du tout après 1917. Et en fait, elle va même prendre un caractère d'autant plus intense. Par exemple, dès octobre 1917, c'est du sabotage
de la part des fonctionnaires du rail, du télégraphe. Puis, ça va être carrément l'organisation d'armées blanches qui vont être organisées pour mener la guerre au pouvoir des soviets. Tout ça, ça va être le début d'une guerre civile, la guerre civile russe, qui va durer 5 ans jusqu'en octobre 1922. Et donc, pour expliquer un peu, pour comprendre un peu c'est quoi l'ampleur de toutes les forces qui vont se soulever pour s'affronter au pouvoir des soviets, en fait, les armées blanches, elles vont déjà se reposer sur toute la petite bourgeoisie des villes, les anciens officiers, les anciens bureaucrates tsaristes qui ont quand même pas mal à perdre de la chute de l'ancien régime, et même en fait une partie des paysans et une partie aussi des ouvriers. Parce qu'en fait, même si tu as une large partie des paysans et des ouvriers qui détestaient le tsarisme, en fait, comme le niveau politique, surtout en fait, dans la province qui n'a pas forcément vu les grands événements révolutionnaires ou un peu de loin, bah, forcément, le niveau politique n'est pas exactement le même et tu vas avoir certains ouvriers, certains paysans qui vont même pouvoir donner une réserve de masse populaire pour rejoindre les armées blanches. Ça, c'est dû justement au fait que la Russie, c'était quand même un pays qui était politiquement et économiquement quand même assez en retard, quoi. En plus de tout ça, va y avoir un énorme soutien aux armées blanches de la part des puissances impérialistes. Tous les pays qui, avant, pendant la Première Guerre mondiale, en fait, ils se menaient une guerre acharnée, en fait, ils voient bien que leur ennemi principal, ça reste le pouvoir des soviets, parce que c'est ça qui menace, en fait, le pouvoir des puissances impérialistes. Et donc, en fait, ils s'unissent. Il y a la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi l'Allemagne, qui vont tous ensemble mener la guerre aux soviets. Et en fait, et qui vont même envoyer des soldats, des armes et des corps expéditifs pour essayer de se débarrasser du pouvoir des soviets. Et en fait, malgré toutes ces forces qui vont se masser contre la Russie soviétique, en fait, les bolcheviks vont réussir à mobiliser toutes les forces qui sont dans la société russe et ils vont finir par vaincre les Blancs. Au bout de 5 ans, ça va avoir quand même des conséquences économiques assez énormes, puisque ça sera 980 000 morts militaires, 3 millions de morts civiles, et rien que dans l'été de 1921, il y aura 4 millions juste de morts du typhus, donc une maladie, et de la famine. Donc, en fait, même si le pouvoir des soviets il va quand même réussir à vaincre les armées blanches, ça va laisser le pays totalement exsangue de toutes ces forces qu'il a dû mobiliser pour se débarrasser justement des armées blanches qui leur menaient la guerre. En plus, cette guerre civile, elle va mettre le pouvoir soviétique dans un tel danger qu'il va être obligé de faire quelques concessions avec la démocratie soviétique. Par exemple, sur la question militaire, il y avait à la base, ceux qui ont pris le pouvoir, c'était la Garde rouge, donc une organisation en milice qui était démocratique. Sauf qu'en fait, cette organisation, elle n'était pas suffisante pour amener une défaite aux armées blanches qui, elles, qui avaient des états-majors centralisés et en fait toute l'expérience quand même des officiers tsaristes. Et donc Trotsky, il a dû être chargé de créer l'armée rouge et donc de créer un organe militaire qui soit beaucoup plus centralisé, hiérarchisé, pour s'assurer en fait d'avoir une organisation nécessaire pour pouvoir vaincre face aux armées blanches. Cette centralisation, elle a aussi dû être appliquée à l'économie pour pouvoir en fait diriger toutes les forces économiques vers la guerre civile afin de gagner la victoire. Cette période, c'est celle qu'on va appeler celle du communisme de guerre, donc une centralisation de l'économie, une nationalisation de toute l'industrie, le monopole de l'État sur le commerce, la conscription du travail
et même ce qu'on appelle la réquisition des produits agricoles. Donc quand on dit réquisition des produits agricoles, en fait, il faut imaginer, c'est les soviets, ils font des petites expéditions à la campagne pour aller chercher de la nourriture chez les paysans par la force, afin de pouvoir s'assurer d'avoir suffisamment de nourriture pour pouvoir nourrir la ville. Mais donc, de fait, ça pose quand même certains problèmes politiques, notamment sur les relations avec les paysans. Donc là, j'ai un peu décrit la situation qu'il y avait en Russie au sortir de la guerre civile et de la Première Guerre mondiale. Et en fait, on pense que cette question de comment, en fait, de la pauvreté de la Russie, elle est cruciale pour comprendre comment tout ça, ça a amené à la stalinisation. Marx, il écrivait 2 ans avant d'écrire le manifeste communiste, début de la citation, le développement des forces productives est pratiquement la condition première absolument nécessaire du communisme. Pour cette raison encore, que l'on socialiserait sans lui l'indigence et que l'indigence ferait recommencer la lutte pour le nécessaire et par conséquent ressusciterait tout le vieux fatras. En fait, là, Marx, il théorise que justement, on ne peut pas construire le socialisme dans un pays qui est dans la misère. On ne peut pas construire une société harmonieuse, en fait, sur la misère. Parce que la misère, ça pousse notamment à l'accumulation et à la lutte pour la survie. En Russie, en fait, la pauvreté, elle va avoir un impact énorme. Le niveau de pauvreté, en fait, il va être tel que, en fait, dans certaines régions de la Russie, il y a pu même y avoir des actes de cannibalisme. Donc, bon, difficile de construire une société harmonieuse alors que tu as quand même des gens qui sont obligés de recourir au cannibalisme pour survivre. Et en fait, dans cette situation de misère, le communisme de guerre, en fait, il a permis de vaincre les armées blanches, mais il n'est pas suffisant en fait pour développer l'économie. Il y a la question notamment du rapport avec les paysans. En fait, les paysans, ça ne va pas forcément leur donner envie beaucoup de travailler et de nourrir tout le monde si c'est pour avoir des ouvriers qui vont aller chercher leur production avec des armes. Donc en fait, ils sont obligés, les bolcheviks, de décréter la NEP, donc c'est la nouvelle politique économique, en mars 1921. En fait, la NEP, qu'est-ce que c'est ? C'est réintroduire une part d'économie de marché, notamment pour l'agriculture et pour une partie du commerce. Et donc tout ça, en fait, c'est un peu un recul, une forme de concession qu'ils sont obligés de faire avec le capitalisme, mais parce que la situation économique, en fait, ne permet pas de dépasser tout de suite le niveau en fait, du capitalisme, notamment du côté de l'agriculture. Ça va quand même avoir des conséquences, notamment avec l'apparition d'une nouvelle couche dans la société soviétique, donc, qui va partir de la paysannerie. Donc, c'est celle qu'on va appeler les koulaks. Donc, en fait, ça va être des paysans qui vont profiter de la NEP, du retour en fait, des relations marchandes dans l'agriculture pour s'enrichir, pour accumuler un début de capital et devenir des petits capitalistes agraires. En plus de cette couche-là qui va se créer au niveau de la paysannerie, va y avoir également une autre couche qui est celle qui va beaucoup nous intéresser, qui s'appelle la bureaucratie. C'est une couche qui va naître justement de l'État soviétique. En effet, ceux qui vont être chargés de tout ce qui est répartition des ressources, question en fait de la centralisation de l'économie en fait, ils vont en fait devoir répartir une situation économique qui est dans la misère. Et donc pour ça en fait ils doivent faire le choix de répartir l'inégalité. Et donc, évidemment, quand tu dois répartir l'inégalité, si c'est toi qui as le choix de où est-ce que tu mets les ressources, tu en mets déjà assez pour toi pour déjà survivre. Et donc ça va être un des débuts de comment tu vas avoir une couche qui va aussi se créer à partir de l'État. Et tout ça va également être accompagné par un désintéressement croissant de la masse
des ouvriers dans la politique. Parce que bon, quand on est dans une situation de famine qui est énorme, bah, évidemment, on doit passer une plus grosse partie de son temps à trouver comment on va faire pour ne pas mourir de faim. Et donc, toutes les questions, même de la démocratie soviétique, tout ça, quand tu crèves la dalle, ça devient un peu secondaire, quoi. En fait, là-dedans, les bolcheviks, ils ne se faisaient pas d'illusions non plus. Ils étaient très conscients que, en fait, sur la situation économique de la Russie, en fait, ce n'était pas suffisant pour arriver au socialisme. Et que, en fait, les concessions qu'ils ont dû faire, notamment sur la question de la NEP, les concessions économiques, en fait, ils l'ont fait parce que pour eux, c'était un recul temporaire qu'il fallait faire, mais en fait, ils misaient entièrement sur une révolution qui aurait lieu à l'échelle internationale, notamment, principalement avec la question de l'Allemagne. En fait, les premières lignes du programme des soviets, c'est la révolution d'octobre a réalisé en Russie la dictature du prolétariat. L'ère de la révolution prolétarienne communiste universelle s'est ouverte. En fait, ils voulaient voir la révolution s'étendre au-delà de la Russie, et c'est là qu'ils misaient un peu leur pion. En fait, et ça, pourquoi justement je parlais de l'Allemagne? Parce qu'à partir de 1918, en Allemagne, il va y avoir des conseils ouvriers, un peu sur le modèle des soviets, qui vont se former et qui vont quand même amener à la chute de l'Empire allemand et donc à l'établissement d'une république. Mais il y aura d'abord un peu une confusion sur c'est la république de quoi? Est-ce que c'est une république bourgeoise? Est-ce que c'est la république des conseils? Et donc en fait derrière, entre ces conseils et très jeune parti communiste allemand, et de l'autre côté la république, donc la république de Weimar, qui aura derrière elle le parti social-démocrate allemand. En fait, il va y avoir une très longue lutte qui va durer jusqu'en 1923. Pour les bolcheviks, en fait, ils voyaient une issue dans la victoire des conseils et des communistes en Allemagne, parce qu'en fait, si la révolution, elle avait réussi en Allemagne, dans un pays où en fait, qui était beaucoup plus économiquement avancé, avec des millions d'ouvriers, une des économies capitalistes les plus avancées. En fait, ça aurait pu vachement changer à l'échelle de toute la révolution le niveau de misère qu'il y avait en Russie, parce qu'il y aurait eu un apport économique important de la part de l'Allemagne. Et en fait, les bolcheviks, ils étaient conscients de l'importance de la révolution internationale. Quand Lénine y revenait en Russie en 1917, donc il disait c'est le début de la révolution mondiale. Et les bolcheviks, après avoir pris le pouvoir, une des tâches qu'ils ont pris, c'était celle de la création d'une troisième internationale. L'idée de dire qu'il fallait former un parti mondial de la révolution qui chercherait à rassembler les révolutionnaires de tous les pays pour en fait bénéficier de l'expérience des bolcheviks, de la prise du pouvoir en Russie, et donc notamment le Parti communiste allemand dont je parlais plus tôt, c'est de la Troisième Internationale aussi, c'est en lien en fait avec la fondation de la Troisième Internationale qui se fonde. Donc en fait, la révolution allemande, elle va quand même finir par se faire liquider par le Parti social-démocrate, et ça va avoir une importance assez cruciale, parce que les masses ouvrières russes, en fait, elles vont être harassées par toutes ces privations qu'elles subissent, par une attente de la révolution mondiale, mais qui va pas arriver, et donc elles vont beaucoup perdre courage. Et c'est là-dessus que la bureaucratie, donc, elle va pouvoir prendre le dessus. En fait, comment la bureaucratie a fait pour prendre le contrôle? Parce qu'en fait, elle va finir par prendre le contrôle de tout l'État, de tout le parti bolchevique. En fait, il faut savoir que les soviets, ils sont vidés à cause de la guerre civile de tous les ouvriers les plus politisés. En fait, quand tu as un ouvrier politisé à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Soit tu vas rejoindre l'armée rouge, soit tu rejoins un peu les organisations de l'État. Donc, et donc, ils prennent des rôles de gestion. Mais derrière, en fait, ça fait que les soviets, ils sont vidés de tous ces ouvriers qui prennent des tâches un peu au-delà des soviets. En fait, elle va changer, elle va devenir
une classe, une couche différente. Elle va sortir un peu des soviets, quoi. En fait, ça va poser aussi problème parce qu'en fait, tous ceux qui vont prendre des rôles au sein de l'État, ils vont finir par devenir inconsciemment des bureaucrates. Qu'est-ce que c'est donc la bureaucratie? C'est un groupement déterminé au sein de la classe ouvrière qui est chargé donc d'exercer le pouvoir, mais il va quand même finir par usurper l'exercice des fonctions, le pouvoir de la classe ouvrière en prenant en fait toutes les fonctions de l'État. Donc la classe ouvrière, elle perd à ce moment-là, elle perd de plus en plus le pouvoir économique. Et en fait, bon, au début, c'est d'abord les ouvriers les plus conscients, les plus politisés qui vont prendre ces tâches-là. Mais le fait quand même que quand tu es un bureaucrate, tu peux un peu décider aussi de comment sont réparties les ressources, tout ça, ça va aussi attirer les carriéristes qui voient dans ce rôle en fait une garantie de leurs intérêts personnels. Et bon, dans une Russie qui est soumise à la pauvreté, c'est assez logique que tu aies quand même beaucoup de gens qui cherchent à garantir leurs propres intérêts individuels. Il y aura aussi le rôle de l'armée rouge dans la bureaucratisation, avec les 5 millions d'hommes qui vont sortir de l'armée rouge quand elle sera démobilisée, ils vont prendre des postes. Et en fait, ils vont avoir un peu l'habitude de cette structure un peu hiérarchisée qu'il y avait au sein de l'armée rouge, et ils vont essayer d'appliquer ça à toutes les autres questions. Et en fait, ça va continuer d'éliminer de plus en plus les masses de la participation au pouvoir. Pour donner un peu un exemple sur à quoi ça pouvait ressembler, lors du 11e congrès du parti bolchevique, c'est en 1922, en fait, Lénine il dénonce la bureaucratisation de nombre de militants communistes. Et en fait, pour ça, il donne un peu un exemple. Donc, en gros, ça se passe à Moscou. Donc, Moscou, à ce moment-là, il y avait la famine. Et en fait, il y avait un des organes de l'État, la Société des coopératives de consommation de Moscou. En fait, ils voulaient acheter des conserves à un marchand français qui était là. Et donc, en fait, il y avait les conserves qui étaient là. La Société des coopératives, elle avait l'argent pour acheter. Mais en fait, derrière, l'affaire, elle a vachement traîné en longueur parce qu'il y avait des désaccords avec le commissariat du peuple au commerce extérieur. Donc ça, c'est l'équivalent du ministère. On appelait ça des commissariats du peuple. Et donc, en gros, les responsables communistes, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, ils vont réunir des commissions, ils vont essayer d'arranger le truc, mais sans se mettre d'accord de qui en fait a vraiment le droit de prendre cette décision. Et en fait, pour arriver à régler cette affaire, il a fallu l'intervention de 2 militants de la direction du parti bolchevique qui ont dû intervenir là-dedans. Donc, ça montre en fait des blocages bureaucratiques qui vont se créer au sein de la Russie soviétique. Et en fait, tout ça, ça pose un gros problème parce que en fait, tu as les conserves, tu as les ouvriers en fait, qui meurent de faim. Et eux, comment ils voient les communistes? Ils voient les communistes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui doit faire le choix, qui font des commissions, tout ça, alors qu'en fait, il y a moyen d'acheter tout ça. Donc, ça fait perdre en fait, aussi la confiance que peuvent avoir les ouvriers dans le parti bolchevique. Sur un peu la question du rôle aussi qu'a joué le parti bolchevique dans tout ça. En fait, il faut savoir que pendant la guerre civile, le parti bolchevique, il était devenu un parti unique parce que ça, ce n'était pas une mesure voulue par les bolcheviks, mais c'était imposé par le fait que tous les autres partis, en fait, ils s'étaient organisés militairement du côté des Russes blancs. Donc derrière, tu vas pas quand ils sont organisés militairement contre les soviets, on ne va pas forcément accepter qu'ils soient dans les soviets parce que c'est le meilleur moyen d'avoir du sabotage, qu'ils soient contre les soviets au sein même des soviets. Donc ils ont dû être obligés d'exclure en fait ces partis-là de la démocratie soviétique. Ça aurait été extrêmement dangereux et ça aurait fait perdre en fait la guerre civile. Donc en fait, comme le parti bolchevique, ça devient le seul parti, ça fait que tous les ouvriers en fait, qui se reconnaissent dans le parti bolchevique et qui essayent de militer en fait, pour la Russie soviétique, ils vont rejoindre le parti bolchevique. Et donc en fait, le parti bolchevique il va s'imbriquer totalement au sein de l'État. Et donc ça va faire que, en fait, malgré le fait que les soviets ils perdent un peu de leur substance pendant la guerre civile,
les discussions démocratiques, elles peuvent toujours exister au sein du parti bolchevique. Et donc, il y a toujours, en fait, une certaine forme de démocratie. Mais pareil, en fait, le parti bolchevique, il va aussi devoir mener une politique aussi répressive en son sein, parce qu'il y avait aussi le risque que le parti bolchevique, en fait, à force d'avoir certains désaccords au sein du parti bolchevique, amène le parti à scissionner. Et or, bon, quand le parti il est constitutif de l'État, s'il scissionne, ça peut être aussi extrêmement dangereux. Donc là-dessus, il y a l'interdiction des fractions, avec non pas l'idée de dire il faut interdire la discussion démocratique au sein du parti, mais juste le fait d'avoir des groupements qui s'organisent pour défendre ça. Et pour justement les militants bolcheviques à ce moment-là, ils se disaient, évidemment, si on interdit les fractions, ça veut dire qu'il faut d'autant plus mener les discussions démocratiques jusqu'au bout pour que tous ces problèmes qui avant amenaient à des fractions et potentiels qui risquaient de mener à des scissions, en fait, elles soient réglées concrètement. Et donc, tout ça, c'est des mesures qui ont été imposées par la guerre civile. Et les bolcheviks, ils voyaient ça seulement comme des mesures qui étaient temporaires, mais en fait, parce que l'État, il était très faible. Ça, c'est pas dans le programme du parti bolchevique de dire on est contre les autres, partis et on est contre la démocratie interne à notre parti, on est contre aux fractions. Ça, mais tout ça, en fait, c'est ce qui a été utilisé plus tard par les staliniens pour justifier, en fait, la répression de la police politique contre tous les désaccords, tout ça. En fait, l'État ouvrier, pour simplifier tout ça, l'État ouvrier, pour gagner, il a eu besoin d'avoir des organes de répression, pour d'abord réprimer la bourgeoisie. Mais en fait, tout cet appareil de répression, quand les staliniens ils ont pris le pouvoir, ils ont pu s'en servir pour éliminer toute la démocratie au sein du parti et de l'État. En fait, cette bureaucratie qui s'est constituée donc, de carriéristes, d'arrivistes, de militants honnêtes, elle a pu trouver un représentant quand elle a fini par se constituer, à prendre conscience de ses intérêts propres. Et en fait, elle a trouvé un représentant en Staline. C'était pas un très bon politicien, c'était pas un très bon théoricien, mais en fait, il était prêt à tout pour arriver au sommet. Et ça, c'est exactement ce dont les bureaucrates ils avaient besoin. Et donc, quand est-ce que les staliniens, la bureaucratie, qui va de plus en plus se constituer et prendre conscience de son rôle, quand est-ce qu'elle va réussir à vraiment prendre le pouvoir? En fait, le moment pivot, il va avoir lieu au moment de la mort de Lénine. Lénine, lui, il disait qu'il y avait un danger dans le développement de la bureaucratie. Et il disait à l'époque, en 1921, que c'était un État qui présentait une déformation bureaucratique. Et donc en 1922, il décrit la bureaucratisation et comment les communistes ils finissent par devenir des bureaucrates. Donc ça, c'est une lutte que Lénine va mener et qu'il va vouloir mener, mais justement, il va, à cause d'attentats, il va tomber malade, puis il va finir par mourir. Et donc, quand il va mourir, ça l'empêche évidemment de mener toute cette lutte-là. Et Staline, à ce moment-là, il lance une campagne de recrutement, donc de la promotion de Lénine. L'idée, c'est d'appuyer la bureaucratie en noyant justement au sein du parti toute l'avant-garde révolutionnaire, en faisant rentrer massivement des ouvriers, des employés, des fonctionnaires qui sont beaucoup moins expérimentés politiquement, mais qui ont pris l'habitude, du fait de la bureaucratisation de l'État, à obéir au chef. Et donc en fait, ça va faire que cette hiérarchisation, le fait d'avoir tout le temps un parti qui va fonctionner, un État qui va tout le temps fonctionner avec des chefs qui donnent des ordres, tout ça, ça va permettre de faire rentrer ce régime-là au sein du parti bolchevique. À ce moment-là, la clique stalinienne, en fait, elle va commencer par lancer une énorme campagne, notamment de dénigrement
de Léon Trotsky. Et donc en même temps qu'elle va finir par déifier Lénine et même en fait le momifier et le mettre sous verre, en fait elle va s'appuyer sur toutes les anciennes divergences qu'il y a pu y avoir entre Trotsky et Lénine pour essayer de discréditer le plus possible Trotsky afin en fait de s'assurer que tout le pouvoir il pouvait résider entre ses mains. Et c'est aussi à ce moment-là que Staline, il va commencer par édifier la théorie du socialisme dans un seul pays pour dire que, soi-disant, en fait, on pourrait construire le socialisme seulement en Russie soviétique, justement parce que ça, c'est une théorie qui peut en fait sonner un peu juste à des ouvriers en fait qui voient que la révolution internationale, elle n'arrive pas et que derrière, en fait, qui vont un peu chercher la paix et de dire maintenant on essaye de faire tranquillement le socialisme en Russie. Donc pourquoi en fait on parle de bureaucratie parce que justement en fait la bureaucratie c'est un groupe de gens qui est défini qui est pas comme une classe sociale quoi. Parce que en fait les classes sociales elles sont pas forcément homogènes quoi. Et en fait derrière elles sont composées de plusieurs couches. Et donc en fait la bureaucratie stalinienne, ça va être une couche qui va sortir donc de la classe ouvrière en tant que telle, mais ça va être une couche donc de fonctionnaires de l'État qui va finir par défendre donc ses propres intérêts et qui va devenir un véritable bloc parasitaire qui va tenir en fait ses privilèges, des privilèges qu'ils vont avoir du fait de la position qu'ils ont dans l'État. Donc la bureaucratie, faut savoir, en fait, c'est totalement différent en fait de la bourgeoisie, parce que en fait, la bourgeoisie, elle a la possession, la propriété donc d'un capital. Or, en fait, la bureaucratie, elle n'a pas la propriété du capital. Ce qui lui donne son pouvoir, c'est sa place dans l'État et pas le fait de posséder directement les usines, la production. Et de fait, la bureaucratie, elle dépend aussi de l'existence de l'État ouvrier. Et donc, de fait, elle n'est pas indépendante politiquement, parce que pour que la bureaucratie elle continue d'exister, en fait, il faut qu'il y ait toujours un État ouvrier qui existe. En fait, tout État, et notamment en fait, les États bourgeois, ils ont une bureaucratie. Donc c'est le personnel qui est dédié au fonctionnement de l'État. La bureaucratie soviétique, elle va avoir en fait la particularité de s'élever au-dessus de la classe sociale qu'elle était à la base censée servir, et que, contrairement à la bureaucratie, donc dans la société bourgeoise, elle sert seulement de mécanisme de transmission de pouvoir à la bourgeoisie. Et donc en fait, ça va être une couche sociale dominante dans la société soviétique, qui va justement chercher à protéger donc ses intérêts propres, mais aussi en fait en défendant l'État ouvrier, parce que c'est sur cet État qu'ils ont leur existence. Donc Trotsky, vers 1923, il va commencer à essayer d'analyser un peu cette question-là, d'où vient la bureaucratie et comment s'y opposer concrètement, un peu dans la continuité de la lutte de Lénine avant sa mort. Et donc, notamment, il va faire un texte, donc, Cours nouveau, qui va un peu marquer le début de son combat face à cette bureaucratie. Ça va l'amener à devoir former l'opposition de gauche pour s'opposer justement aux bureaucrates qui ont pris le pouvoir au sein du parti bolchevique. Et donc, l'opposition de gauche, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être réunir tous les bolcheviks, toute l'avant-garde révolutionnaire, et qui va chercher en fait à s'opposer à la bureaucratisation de l'État, et qui vont en fait refuser de se résigner face au pouvoir de la bureaucratie stalinienne. Ils vont s'insurger en fait contre la bureaucratie, contre ses manœuvres,
en dénonçant en fait la manière dont le mouvement révolutionnaire et l'État ouvrier, il se transforment en fait en appareil d'État hiérarchisé, privé de démocratie interne, et ils vont reprocher à la direction du parti d'écarter les ouvriers qui sont censés eux mener le mouvement, quoi. Ils vont d'abord militer donc au sein du parti bolchevique pour essayer d'amener un changement de cap. En fait, pour Trotsky, le fait que l'URSS est isolée, ce n'est pas une affirmation de la force de l'État soviétique, comme le pense Staline, mais en fait, c'est plutôt une preuve de la faiblesse de la classe ouvrière à l'international et que c'est cet isolement de l'URSS qui a nourri la bureaucratisation. Et en fait, ça laisse une issue à la restauration du capitalisme en Russie. Parce qu'en fait, comme le capitalisme, c'est un système mondial, le socialisme, il est obligé d'être mondial à son tour pour pouvoir renverser le capitalisme. Et donc, c'est sur ce terrain-là que la politique de l'opposition face à celle de la bureaucratie, elle devient très vite irréconciliable. En fait, à la théorie du socialisme dans un seul pays, qui a été édifiée par Staline, Trotsky, il va y opposer la théorie de la révolution permanente. Pour ça, il va baser largement sa stratégie, déjà formulée par Marx et Engels lors de la vague de révolution en Europe en 1848, et sur sa propre expérience de la révolution de 1905, où en fait là où Staline, lui, il va prétendre qu'un État ouvrier isolé, il peut bien construire intégralement le socialisme sur sa base nationale, ce qui est totalement contradictoire avec le fondement international du marxisme. Trotsky va rappeler justement que le capitalisme il se développe de manière inégale, mais aussi dans les différents pays, mais aussi de manière combinée, où justement il y a des liens en fait entre la Russie et tous les autres pays du monde, et que de fait ça rend impossible de résoudre le socialisme de manière juste nationale. Et en fait, des pays arriérés comme la Russie, ils ont à la fois la bourgeoisie qui est trop faible pour réaliser ses propres tâches, et en fait, il faut que le prolétariat mène tout ça, et qu'en fait, cette révolution, elle ne s'arrête pas avec la prise du pouvoir du prolétariat dans le seul pays, mais aussi qu'elle doit se poursuivre dans le monde entier, et qu'elle peut s'achever seulement en fait, à l'échelle internationale, hors du marché capitaliste. Mais ça, en fait, l'impossibilité d'étendre la révolution, la bureaucratie stalinienne, elle va l'ériger en dogme, et elle va abandonner l'internationalisme au profit de la construction nationale du socialisme, afin de justifier sa domination, sa dictature face à un peuple qui est épuisé par la guerre civile, la famine, et déçu de l'échec de la révolution en Allemagne. C'est d'ailleurs sur les questions internationales comme la révolution chinoise que les bolcheviks léninistes, ou les trotskistes dans le langage stalinien, sont mis au ban du parti. Les staliniens calomnient sans honte, toute critique devient une violation de la discipline du parti, on expulse ou on transfère les sympathisants de l'opposition. Une opposition dite unifiée se crée à partir de 1926, quand en fait ces deux vieux bolcheviks, Zinoviev et Kamenev, qui étaient avec Staline avant ça, qui avaient fait la Troïka, c'est une alliance des trois contre Trotsky, du coup Staline, Zinoviev et Kamenev, et ils comprennent que Staline il veut leur peau, et donc ils vont décider de s'allier à Trotsky. Avec la révolution en Chine, c'est un nouvel espoir qui apparaît, mais du coup les fautes de 1923 en Allemagne, c'est devenu des trahisons qui sont maintenant conscientes. La politique qui est dictée par l'international au jeune parti communiste chinois, c'est de se fondre derrière le parti bourgeois, le Kuomintang, présenté comme un allié. C'est donc une réédition de la tactique des mencheviks dans la révolution russe, qui est une tactique de capitulation politique qui aboutit à l'écrasement de la révolution chinoise. Donc très vite, le Kuomintang il se retourne en effet contre les ouvriers insurgés, et les communistes chinois ils sont désarmés politiquement, mais aussi matériellement par le Comintern. Donc le Comintern, c'est le nom russe de la Troisième Internationale, qui du coup est dirigé par l'URSS. Et donc ces ouvriers, ils finissent massacrés par les nationalistes. Le Parti communiste chinois, il survit, mais il perd très vite son identité communiste, n'ayant plus rien à voir avec la classe ouvrière, et gardant de communiste seulement le nom. C'est la première fois que la bureaucratie montre sa capacité à imposer sa ligne bien au-delà des frontières soviétiques. Et c'est néanmoins ce désastre qui renforce la force de la bureaucratie à l'intérieur.
Et chaque défaite, du coup, internationale, elle servira paradoxalement de renforcement de l'appareil de la bureaucratie soviétique. Donc, en fait, cette bureaucratie, elle peut qu'avoir raison contre les faits, et contester son ordre, ce serait tout simplement soit suspect, soit totalement anti-parti. Donc ça devient de plus en plus difficile de mener un débat d'opposition dans le parti bolchevique ou dans le Comintern. Et en 1927, l'opposition unifiée, elle est écrasée à la suite du 15e congrès du parti bolchevique, qui devient le parti communiste d'Union soviétique et qui liquide les contestataires. Donc il y a des centaines d'opposants à Staline qui sont déportés à plusieurs milliers de kilomètres, Trotsky, parmi tant d'autres, et des milliers, ils sont placés en isolateur, c'est-à-dire dans des prisons perdues au fin fond de la Russie. Leurs déportations, elles entraînent encore des protestations publiques, et ce seront les dernières pour assez longtemps. La bureaucratisation, qui est incarnée par le secrétaire général du parti dont elle tirera le nom, Staline, du coup, ce sera la stalinisation, et elle va culminer dans un système que Trotsky et ses camarades seront les tout premiers à appeler totalitaire. La bureaucratie, elle se retourne contre sa droite après avoir écrasé sa gauche. Et en 1928, après la dékoulakisation, les koulaks et les netmen tentent de se dresser contre le régime après que celui-ci a purgé Trotsky et compagnie, en se disant que le socialisme dans un seul pays, il s'accommoderait volontiers d'une bourgeoisie, mais Staline écrase violemment les koulaks et organise brutalement la collectivisation des campagnes. Les koulaks, ils sont donc éliminés, mais la paysannerie, elle est dégoûtée par la réquisition et elle abat le bétail avant qu'il ne soit pris par l'État, ce qui provoque une crise économique majeure. Au début des années 1930, dans cette URSS que Staline proclame socialiste, des luttes renaissent avec une jeune génération ouvrière qui n'a pas connu octobre 1917 et qui tente de résister aux conditions de travail imposées par la bureaucratie. C'est pour répondre à ces problèmes que les trotskistes analysent la situation ou réfléchissent à des mots d'ordre depuis leur exil ou leur prison. On connaît bien sûr les écrits de Trotsky, qui théorise ou préconise diverses tactiques précises depuis sa résidence surveillée du Kazakhstan ou dans son île-prison en Turquie, puis en Europe. Mais il y a aussi des centaines, voire des milliers de militants qui suivent la situation et qui en débattent. On a par exemple retrouvé en 2018 des cahiers dans le plancher d'une prison de l'Oural, au centre de la Russie, où les militants discutaient de divers sujets d'actualité, s'efforçant d'analyser les perspectives pour l'URSS et la classe ouvrière. Et ces cahiers-là, en fait, ils ont été traduits par un camarade du NPAR et puis édités par Lutte ouvrière tout récemment. La bureaucratie, donc, elle redoute toute force qui pourrait donner à la classe ouvrière une perspective politique. Et c'est pourquoi, en 1936 et jusqu'à 1937, du coup, Staline organise les fameux grands procès de Moscou, où on élimine les vestiges de l'ancienne avant-garde révolutionnaire et de ceux qu'on soupçonne être des ennemis politiques de Staline et de la bureaucratie dans une chasse aux sorcières expéditive et complètement délirante. Donc de nombreux vieux bolcheviks sont accusés de trahison, de sabotage, d'activités contre-révolutionnaires. Ils seraient complices dans des complots d'assassinat. Ils sont arrêtés, condamnés et exécutés dans des procès truqués de bout en bout. Plusieurs oppositionnels préfèrent capituler et faire leur reddition politique. Ce nettoyage permet au régime bureaucratique de consolider définitivement la mainmise sur l'État et d'éliminer toute opposition potentielle au sein de l'État. En 1937, des centaines de partisans de Trotsky sont fusillés en Sibérie, car ils représentent une menace potentielle, puisqu'ils réclament une révolution politique en URSS pour que la classe ouvrière reprenne le pouvoir confisqué par les bureaucrates. La terreur organisée de la bureaucratie face à tout type de résistance confirme sa fonction de force contre-révolutionnaire, qui nécessitait un bain de sang pour transformer sa domination politique sur la classe ouvrière, d'abord de manière temporaire, puis en dictature totale. Trotsky il devient dès lors convaincu qu'il n'y a aucun moyen de restaurer la Troisième Internationale, après qu'Hitler écrase le mouvement ouvrier allemand sous le regard passif des staliniens. De manière similaire, en Russie, il est plus possible d'inverser le cours de la bureaucratisation. Il faut refaire toute l'organisation de l'État ouvrier. La seule manière de rétablir la démocratie ouvrière, ce serait un mouvement ouvrier prêt à s'affronter directement à la bureaucratie pour la renverser et reprendre le pouvoir de ses propres mains. La classe ouvrière du RSS a renversé la bourgeoisie, il a accompli sa révolution sociale, mais pour se débarrasser des parasites qui ont pris l'État ouvrier en otage, une révolution politique est nécessaire. Le scénario le plus probable serait l'appui moral d'une victoire révolutionnaire à l'étranger. Et donc il commente « L'État ouvrier ne peut être sauvé que par le mouvement révolutionnaire mondial, l'internationale communiste est morte pour la révolution ». Alors que l'opposition est réduite au silence, Trotsky théorise en 1936, sur la base de la dégénérescence de la révolution et de la contradiction principale de l'actuel État ouvrier soviétique, la théorie de l'État ouvrier dégénéré. L'État issu de la révolution d'octobre reste un État ouvrier, un État fondé sur l'abolition de la propriété privée et l'expropriation des classes dirigeantes. Mais il est désormais dirigé par une caste qui n'a rien en commun avec la classe ouvrière et qui s'est efforcée et s'efforce encore à bout de bras à lui ôter le pouvoir qui devrait lui être dû à la suite de la révolution. Et c'est précisément sur ce point que se joue toute la question de la nature de l'URSS.
En premier lieu, selon Trotsky, l'État issu de la révolution d'octobre de 1917 est un État ouvrier parce qu'il repose sur des bases sociales radicalement nouvelles, jamais vues auparavant dans l'histoire. La propriété privée des moyens de production est abolie à la suite de la révolution prolétarienne. Les usines, ainsi que les banques et les transports sont presque exclusivement étatisés. Les fermes d'État sont minoritaires, mais les fermes collectives dominent. En 1936, les chiffres montrent que les formes étatiques et collectives de l'économie dominent massivement, représentant environ 98,5% de la production et englobant près de 74% de la population. Les grandes orientations économiques de l'État sont dictées par une planification centralisée. L'État détient l'exclusivité de l'ensemble des transactions commerciales effectuées avec le reste du monde. Toutes les marchandises passent obligatoirement par des organismes d'État spécialisés pour empêcher les puissances capitalistes d'utiliser leur levier afin de déstabiliser l'économie planifiée et d'affaiblir l'État ouvrier, et ainsi garantir une relative indépendance économique de l'État ouvrier soviétique. L'URSS est dans ce sens unique en son genre, car même dégénéré, aucun autre État n'aura jamais combiné à la fois la propriété collective, la planification, le monopole du commerce, et aucun autre n'aura aboli la bourgeoisie de façon aussi complète à travers une révolution ouvrière. Mais la particularité de l'État ouvrier soviétique fait que l'économie n'est pas capitaliste, et pourtant le pouvoir politique est consolidé par une couche autre que la classe ouvrière. Ce n'est donc pas un État bourgeois, mais pas un État ouvrier tout à fait neutre non plus. C'est donc, comme Trotsky l'appelle, un État ouvrier dégénéré. La propriété privée des moyens de production reste abolie, mais la classe ouvrière n'exerce pas pour autant le pouvoir. Les soviets n'existent plus que non. La planification est arrachée des mains des travailleurs pour être dirigée par les intérêts matériels de la couche privilégiée de la bureaucratie, une caste parasitaire qui n'a pas de fonction de classe, mais qui gère l'État et défend bec et ongle ses privilèges et avantages matériels, et repousse la démocratie ouvrière. La nationalisation et la planification ne suffisent pas quand les travailleurs sont dépossédés du contrôle politique de l'État ouvrier. Cependant, les bases économiques des acquis de la Révolution d'octobre, elles, demeurent. C'est pourquoi, malgré tout, c'est aussi Trotsky qui prône la défense inconditionnelle des acquis de la Révolution d'octobre en URSS, et donc la défense de l'URSS. Car pour Trotsky, défendre l'URSS, ce n'est pas défendre la bureaucratie qui a monté dans les rangs de l'URSS, c'est défendre la Révolution d'octobre et ses acquis qui sont le fruit d'un long combat de l'Union des travailleurs et des paysans pour s'affronter au tsarisme. Et bien qu'ils soient à présent gérés par la bureaucratie qui a usurpé le pouvoir de ces derniers, ces acquis représentent malgré tout un bond en avant dans l'humanité vers l'idéal socialiste, et qui par conséquent doivent à tout prix être protégés contre toute tentative de restauration capitaliste par les forces impérialistes qui s'y opposent. Alors, sa position, qui est du coup la nôtre, elle est double. Il faut à la fois impérativement défendre l'URSS face aux attaques des bourgeoisies impérialistes. Donc en fait, pour donner un exemple, Trotsky préconise au prolétariat mondial pendant la Seconde Guerre mondiale de soutenir militairement l'État ouvrier soviétique, par exemple en bloquant pas les convois destinés à l'armée rouge, si tant qu'il y en ait. Parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'une victoire de l'impérialisme, ce serait la fin de l'État ouvrier et la restauration définitive du capitalisme. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'il faut lutter contre la bureaucratie qui sabote le potentiel socialiste de l'État. Donc, parce que en fait, sa montée, c'est pas une fatalité pour nous et pour lui, et c'est encore possible à ce moment-là de s'opposer à son emprise au sein des appareils de l'État ouvrier grâce à une révolution politique qui adviendrait à la restauration de la démocratie ouvrière. Défendre l'URSS, c'est aussi la défendre contre la bureaucratie qui est à sa tête. Cette articulation de soutien à l'URSS mais de lutte politique, contre la bureaucratie se montre d'autant plus importante quand on observe de plus près la politique internationale menée par le Comintern, qui est d'abord créé à la suite de la Révolution d'octobre pour réaffirmer la nécessité d'un outil international des soviets, pour petit à petit, avec la bureaucratisation de l'État ouvrier, devenir un instrument de la politique moscovite à l'international, avec Staline à son centre. Le Comintern sort peu de Russie, ignore les langues étrangères et les réalités des pays qu'il compose. L'échec des communistes en Chine renforce encore plus le pouvoir de la bureaucratie qui préfère, en suivant la théorie du socialisme dans un seul pays, développer le socialisme seulement en URSS. L'international ne sert plus à répandre les efforts de la révolution, mais elle est canalisée sous diverses structures, voire les annihiler complètement. Donc elle n'hésitera pas à faire usage de divers zigzags politiques pour justifier sa politique immodérément anti-marxiste. Cette prise de l'international par Staline est conduite à la période dite de la troisième période, ou celle de la politique de classe contre classe. On invente le terme du social-fascisme dans les années 1930, un terme qui visait à amalgamer tous les oppositionnels de la bureaucratie, parmi eux les sociodémocrates et évidemment les trotskistes en premier plan, aux forces de l'extrême droite. Au moment où l'Allemagne balance vers la montée en puissance du parti nazi, le parti communiste allemand refuse un front unitaire avec le parti socialiste, qui avait une influence considérable au sein de la classe ouvrière. Et parce qu'en fait, la bureaucratie a considéré la victoire d'Hitler en Allemagne comme une simple étape historique. Et elle disait même, après Hitler, nous. Ce refus véhément et sectaire de l'Union ouvrière et unitaire face au danger fasciste
facilite la prise de pouvoir en 1932 par les nazis en Allemagne, qui n'ont pas rencontré d'opposition unie assez puissante pour défier leur ordre, et qui isole donc les forces ouvrières sous le regard passif de Moscou. L'internationale, du coup, elle joue plus du tout son rôle historique. Peu après, il y a aussi un autre zigzag qui apparaît, c'est un virage tactique qui est institué, encore une fois, cette fois-ci en changeant complètement de stratégie. Après l'écrasement du mouvement ouvrier suite à la prise du pouvoir des nazis, le Comintern décide de passer de l'ultra-gauchisme à l'opportunisme le plus éhonté, en cherchant en vain des accords avec les puissances bourgeoises françaises et britanniques. Donc il y a Staline et Pierre Laval qui décident de signer un pacte d'assistance franco-soviétique. Et c'est plus une question de classe pour le Comintern. Maintenant, il y a Staline qui décide de s'aligner sur le clan des démocraties bourgeoises contre le clan des fascistes. Le Parti communiste, qui est appelé SFIC, section française de l'Internationale communiste, connaît un remodelage pour mieux plaire à la bourgeoisie. Son anticolonialisme, qui jusque-là était une des bases des fondements de l'Internationale, se fait étonnamment discret. Ses militants brandissent fièrement le drapeau tricolore plutôt que le drapeau rouge de la Révolution. Le Comintern, il impose la ligne des fronts populaires qui, contrairement au Front uni, ne prêche pas l'alliance entre partis ouvriers, mais plutôt l'alliance avec la bourgeoisie, et qui deviendra une politique assez archétype du Comintern. C'est un renoncement programmatique qui entretient l'idée que les élections peuvent améliorer la condition des travailleurs, sans jamais avoir recours à la lutte. En juin 1936, le pouvoir est à la portée de main du prolétariat français suite à une vague de grève générale et d'occupation d'usines qui secoue tout le pays et qui répond directement aux résultats du Front populaire aux législatives de 1936. Donc ce Front populaire-là, il est composé de la SFIO, les socialistes, du Parti communiste et aussi des radicaux. Et son but, c'était de contrer les ligues d'extrême droite qui montaient aussi en France, mais avec l'absence totale d'un objectif révolutionnaire. Les travailleurs, ils se sentaient favorisés par les circonstances du Front populaire, et donc, à 2 millions de travailleurs, ils décident de fermer et occuper les usines, les transports, les commerces, les ateliers. Mais la consigne de Maurice Thorez, secrétaire général du PC, est claire. Il faut savoir terminer une grève. Sous l'ordre du Comintern, Léon Blum convoque la CGT investie par le PC et signe les accords de Matignon qui garantissent la hausse des salaires et les garanties de liberté syndicale. Le Parlement adopte les lois de la semaine de 40 heures et des congés payés, comme on les connaît maintenant. Mais plutôt que le potentiel révolutionnaire de la situation, de monter au max, le PC il préfère un compromis national, évidemment, pour garantir les alliances de l'URSS avec la bourgeoisie française. Ce sera loin d'être la dernière fois que le Comintern priorise sa domination face à l'émancipation de la classe ouvrière, en faisant la promotion de la collaboration de classe. Et là, même un épisode de la même année, toujours en 1936, en Espagne, il y a la victoire électorale du Front populaire de février qui déclenche une vague de grève et d'occupation d'usines avec l'organisation de comités ouvriers. Mais le pays bascule dans la guerre civile lors du coup d'État du général Franco en juillet 1936. Donc il y a une situation de double pouvoir entre le gouvernement républicain et les formes d'auto-organisation de l'autre qui s'instaurent du coup. Et le POUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, un parti qui est fait de trotskistes et qui a une ligne assez centriste, ainsi que la CNT, une organisation anarcho-syndicale, syndicaliste, la plus puissante des organisations ouvrières et paysannes d'Espagne. Les deux donc jouent un rôle déterminant dans la résistance à travers cette auto-organisation, mais elles refusent de prendre le pouvoir de manière formelle. Et elles vont même trahir en participant au gouvernement bourgeois. L'URSS donc intervient militairement à travers le PC espagnol, qui prend le pouvoir en faisant un bloc avec les bourgeois démocrates contre les franquistes et qui enraye pour de bon l'essor révolutionnaire qui prend place donc dans le pays. Donc la révolution elle est très vite vaincue. Les milices indépendantes elles sont dissoutes. La répression elle s'organise violemment contre les militants de la CNT et du POUM. Le POUM il est déclaré illégal et ses militants sont assassinés ou emprisonnés et voire torturés, dont beaucoup tués par des membres du PC. La CNT elle est démantelée. Donc en 1939, il y a la signature aussi du pacte germano-soviétique. C'est en fait l'URSS qui accepte un accord de non-agression avec l'Allemagne nazie et en fait qui montre encore une fois que le Comintern il peut négocier avec le pire tout sous couvert de défense du mouvement ouvrier, puis de lutte contre le fascisme et en fait qui se cache en vrai qui cache en fait plutôt une contre-révolution assez déchaînée. La bureaucratie, elle ira même jusqu'à collaborer avec le gouvernement hitlérien en envoyant des communistes aux nazis. Trotsky il est assassiné au Mexique en 1940 par un agent sur ordre direct de Staline.
Et l'objectif de son assassinat, c'est de couper des têtes qui pourraient s'emparer du dégoût de la guerre pour la transformer en révolution. Et donc, en éliminant le dernier vieux dirigeant du parti bolchevique capable d'incarner une alternative à la bureaucratie stalinienne, et le premier à avoir analysé la montée de la bureaucratie, mais pourtant, ces idéaux continuent de vivre à travers les militants trotskistes qui suivent. Et il impulse aussi, d'ailleurs, 2 ans auparavant, la création de la 4e internationale. Après l'invasion allemande de 1941, l'URSS devient une alliée des puissances alliées. L'internationale se dissout officiellement en 1943 pour assurer les alliés bourgeois. La dissolution de l'internationale prouve bien que la bureaucratie abandonne pour de bon la notion de révolution. Mais ce n'est pas pour autant que les PC ne seront toujours pas contrôlés par le Comintern. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les territoires occupés par l'Union soviétique, on crée des États satellites structurés sur le modèle soviétique, alors qu'aucune révolution ouvrière a eu lieu dans ces pays. La révolution internationale est substituée à la création de blocs d'États de l'Est et en Allemagne de l'Est aussi. Ces pays ils sont organisés selon des plans économiques alignés sur ceux de Moscou, avec l'intervention de l'armée qui devient le vecteur de l'expansion du socialisme. Staline meurt en 1953, mais il n'emporte pas avec lui la fin de la domination de la bureaucratie au sein de l'État soviétique. Le pacte de Varsovie, mis en place en 1955, formalise officiellement la domination militaire de l'armée rouge sur le bloc de l'Est, dont les pays deviennent ses satellites, afin de maintenir l'ordre politique de la bureaucratie. Tout leur contrôle est inféodé à Moscou. En 1953, à Berlin-Est, des grèves contre l'augmentation des normes de travail déclenchent la première grande insurrection ouvrière depuis le processus de soviétisation de l'Allemagne de l'Est. Ils sont évidemment brutalement réprimés. En 1956, des manifestations étudiantes qui se transforment en insurrection armée en Hongrie demandent la fin du stationnement des troupes soviétiques dans leur pays et des politiques staliniennes. La bureaucratie stalinienne y met fin brutalement en y envoyant des chars. En janvier 1968, en Tchécoslovaquie, le premier secrétaire du Parti communiste met en place des réformes contre la réhabilitation des victimes des purges staliniennes et la levée de la censure. Ces politiques, elles ont alarmé la bureaucratie stalinienne qui, en août de la même année, a envoyé des centaines de milliers de soldats et des milliers de chars pour envahir la Tchécoslovaquie. Ça, c'est la doctrine Brejnev. Pour limiter l'autonomie des États satellites de l'URSS, on stipule que l'URSS et les autres pays du pacte de Varsovie peuvent y intervenir, en faisant recours à la force ou non, pour défendre les principes du socialisme. Si un État du bloc de l'Est se permet de tenter une réforme qui remet en cause le contrôle de la bureaucratie moscovite, alors cette dernière se réserve le droit d'y envoyer l'armée pour intervenir et ainsi rétablir la discipline, en ayant pour prétexte la préservation du socialisme. Très vite après ça, au milieu des années 80, Gorbatchev initie une tentative de réforme, la perestroïka. Il cherche prétendument à revitaliser l'économie, mais l'objectif, en fait, c'est surtout de brader les entreprises de l'URSS à bas prix pour que les bureaucrates en deviennent progressivement les actionnaires. Donc ces réformes, elles affaiblissent évidemment l'appareil d'État très vite et qui va pas attendre à s'effondrer, quoi. Les nationalismes, ils ressurgissent, les républiques soviétiques, elles font sécession. Il y a une tentative de coup d'État en août 91 qui précipite l'effondrement de l'URSS et qui conduit donc à sa dissolution le 31 décembre 1991. La bureaucratie, elle s'était tellement intégrée à l'ordre bourgeois qu'elle a préféré au bout d'un moment redevenir une bourgeoisie car c'était plus avantageux. L'expérience de l'URSS, comme on l'a bien compris et comme on l'a expliqué, c'est un phénomène qui au final est assez contradictoire qui du coup est très bien résumé par le terme d'État ouvrier dégénéré. D'un côté, il y a l'État ouvrier qui demeure par sa base matérielle et grâce aux conquêtes d'octobre, mais de l'autre côté, il y a le pouvoir politique qui est confisqué par une bureaucratie qui naît sur une classe ouvrière, mais qui s'appuie sur les appareils d'État pour défendre ses privilèges et son maintien avant celui des travailleurs. C'est pas pourtant une contradiction qui découle du bolchevisme. Nous, à la question « est-ce que le ver, il est dans le fruit ?», on répond non. L'État ouvrier qui s'établit suite à la Révolution, il s'établit dans des conditions historiques précises. C'est une Russie qui est arriérée, qui commence à connaître le capitalisme. Il y a une classe ouvrière qui est numériquement minoritaire, puis ravagée par la guerre civile. Mais surtout, l'isolement de l'État ouvrier, il suit l'échec de la Révolution d'Allemagne. Le maillon le plus faible, il ne pouvait pas porter le poids du socialisme sur ses épaules à lui seul. Donc la bureaucratie, elle étouffe le bolchevisme et le retourne contre lui-même jusqu'à transformer l'État ouvrier issu de la Révolution en instrument de contre-révolution, sans jamais avoir en tête la prolongation d'octobre. Pourtant, des milliers de militants ont continué à se battre pour l'émancipation du prolétariat, pour le maintien de la démocratie ouvrière et surtout pour la boussole de l'internationalisme,
la seule qui peut faire vivre la révolution socialiste, depuis l'opposition de gauche jusqu'aux trotskistes qui s'inscrivent dans son combat dans le monde entier. C'est donc pas parce que le trotskisme se crée en URSS face à la bureaucratie soviétique et que l'URSS a disparu que la perspective trotskiste serait disparue elle aussi. C'est précisément même parce que l'URSS s'est effondrée et que le capitalisme s'y est restauré que l'on mesure l'importance de nos traditions. Le ver n'était pas dans le fruit. Il est entré par l'isolement et les défaites à l'international. Et tant que les travailleurs n'auront pas construit une internationale authentique révolutionnaire, la tâche de défendre l'héritage d'Octobre et de garantir nos victoires futures demeure. Voilà. Merci. Bon. Bon.